De formation, je suis médecin. J'ai terminé mes études de médecine en 1982 et j'ai travaillé, après ma formation post-graduée, j'ai beaucoup travaillé dans les addictions via un poste de médecin de rue pendant 3 ans. Et puis ensuite, à l'époque ça s'appelait le Centre Saint-Martin, beaucoup avec des personnes toxicodépendantes. À cette occasion, mes liens avec la polyclinique médicale, qui est devenue ensuite Unisanté, étaient liés au fait que mon employeur, pendant une dizaine d'années, un peu plus, c'était la polyclinique médicale et que j'étais déléguée à ce Centre Saint-Martin pour faire la partie somatique des soins aux toxicomanes, etc. Quand j'ai terminé mon activité auprès des personnes toxicodépendantes, je suis devenue médecin cotonal. J'ai été engagée à l'Office du médecin cotonal comme médecin cotonal adjoint pour les populations vulnérables. Et là, dans les populations vulnérables, il y avait toujours les personnes qui souffraient d'addiction, qui était vraiment mon domaine de prédilection sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mais sont venus aussi, bien sûr, les migrants, les pauvres, enfin, toute population vulnérable du canton. Et c'est à cette occasion que j'ai eu des contacts avec l'OUSMI et l'équipe de Patrick Bodenman et tous ses collaborateurs. Alors, si vous voulez, ce que j'ai découvert dans cette collaboration, qui s'est développée et qui a traversé cette vague migratoire de, si je me souviens bien, c'était 2016, c'est quand même que, à côté d'un intérêt économique, de mettre en place ce qu'ils appelaient du gatekeeping, ou un processus de triage, c'est jamais un bon mot, mais de sélection ou d'orientation, voilà, un système d'orientation des demandes. Dans le fond, c'était aussi un système qui permettait d'offrir aux migrants une approche spécialisée, offerte par des personnes formées à la migration, à ses problèmes, à ses pathologies, à son vécu, formation que n'aurait probablement pas eu un cabinet de médecine générale dans le canton. Donc, dans le fond, tout en jouant un rôle d'orientation et de première réponse aux migrants, l'OUSMI pouvait garantir que cette première réponse était hautement experte et spécialisée dans les problématiques quand même assez particulières de la migration. Donc, à la fois, c'était une solution qui avait une certaine économicité, mais qui offrait une médecine de pointe et experte pour répondre à leurs besoins. Et ça, dans le fond, c'était un peu la théorie que j'avais lue, mais c'est aussi la pratique que j'ai pu découvrir et vérifier en allant, par exemple, j'allais très souvent, en tout cas plusieurs fois par mois, à leur colloque du vendredi pour écouter les équipes discuter de leurs problématiques et puis de leurs orientations. Et donc, j'ai pu vérifier cet aspect-là ou cette qualité-là de l'offre de l'OUSMI. Les personnes qui sont comme ça déplacées d'un endroit, qui vivent des traumatismes, peuvent développer une sorte de coquille ou de protection qui font qu'elles vont pas immédiatement s'ouvrir ou parler, ou elles pourraient avoir de la méfiance. Il faut savoir prendre le temps de leur parler, il faut comprendre aussi leurs aspects culturels, mais ça peut être soit pour des migrants venant d'Afghanistan ou autres, ou des migrants de la précarité ou des toxicomanes qui ont aussi un monde particulier. Et ça demande des compétences, ça demande de savoir, ça demande d'avoir expérimenté ce type d'approche avec des aînés un peu plus qui savent montrer comment il faut faire. Ça demande beaucoup d'empathie et de patience, ça demande la capacité de contrôler certaines contre-attitudes qu'on peut avoir ou de les avoir explorées, de savoir pourquoi on réagit comme c'est ça. Et c'est pas donné à tout le monde. Alors nouveau, si on prend la comparaison avec le réseau médical standard qui est déjà débordé dans le canton de Vaud et dans beaucoup d'endroits en Suisse,
eh bien, ils ont affaire à d'autres problématiques. C'est très respectueux, ils travaillent très bien. Moi, j'ai pas de jugement sur eux, mais cette compétence-là particulière, ça s'apprend en faisant et ça s'apprend en voyant et ça prend du temps et puis on ne l'a pas toujours ce temps. Ça, c'est un des aspects, disons, dans la relation. Il y a toute une manière de pratiquer les soins qui est propre à la migration et qui en fait une forme de spécialité. Pour moi, d'où la valeur et la plus-value de l'OUSMI, parce que d'une part, ils sont là, ils répondent aux besoins des migrants, mais ils sont aussi disponibles au réseau de soins. Parce que si vous voulez, quand à un moment donné, quelqu'un, après leur évaluation, a besoin disons d'un suivi chronique chez un médecin, et bien ils vont faire le lien, ils vont transmettre les indications nécessaires et ils vont également aider pour les problèmes d'interprétariat et ils sont possiblement en back-office si nécessaire. Donc c'est quelque chose de évaluer la situation au départ, faire une bonne transition puis faire de l'accompagnement par la suite. Moi, je pense que c'est un modèle intéressant que j'ai découvert via cette activité à la santé publique, à l'Office du médecin cantonal, et puis que j'ai apprécié pendant les 3 ans où j'ai accompagné l'OUSMI. Vu l'évolution du monde, je pense que tous les médecins, à part peut-être, je sais pas, les chirurgiens, les radiologues font de la médecine sociale, ou doivent en tout cas intégrer une composante sociale dans leur manière de faire. Mais effectivement, une compréhension, disons, d'être capable d'avoir une compréhension beaucoup plus large en englobant les aspects sociaux et puis les aspects de la migration, puis les aspects psychiatriques, devient absolument nécessaire en médecine. Pas très bien comment j'ai été catapultée là-dedans, probablement parce que j'avais les populations vulnérables et aussi parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. J'ai toujours aimé mettre les gens ensemble pour travailler. Et puis il a fallu monter une réponse à cette vague des mineurs non accompagnés parce qu'à l'époque il y a eu quelques problèmes qui ont été posés avec des mineurs qui ont eu des actes auto-agressifs qui sont d'ailleurs sortis dans la presse, et dans le fond, il a fallu un petit peu, ça a mis le feu aux poudres pour aller comprendre ce qui se passait et mettre en place une réponse pour que leur souffrance psychique puisse être entendue et puis qu'on puisse leur donner un accompagnement. Or, à l'époque, disons, enfin, ça peut arriver, mais en tout cas, ce que j'ai vécu, on va pas dire que c'était forcément une généralité, mais la réponse de la pédopsychiatrie était un petit peu du style ils sont pas venus au rendez-vous, alors vous comprenez, comment voulez-vous qu'on s'en occupe? Donc un côté qui était un peu contraire à tout ce que j'avais défendu, c'est-à-dire que devant certaines problématiques, il faut aller au-devant d'eux, puis il faut pas attendre dans son fauteuil que les gens viennent parce qu'ils viendront pas. C'est trop difficile, enfin pour mille et une raisons. Donc dans le fond, à ce moment-là, il a fallu un peu secouer certaines habitudes. Et puis par chance, ça a été fait dans le cadre d'un mandat qui m'avait été donné par M. Maillard. Donc j'arrivais avec une position un peu plus forte pour essayer de développer quelque chose que par une simple initiative d'une petite doctoresse dans un coin. Donc, dans le fond, ce qui a été intéressant, ça a été de faire réfléchir sur comment on répond à des besoins ou à des demandes de jeunes migrants pas bien, mal dans leur peau, enfin qui sont catapultés dans des foyers, qui veulent jouer aux grands alors qu'ils sont peut-être plus fragiles que ça, et puis de faire en sorte qu'il y ait réellement une réponse. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec un psychiatre, avec un psychologue du DP qui trouvait aussi qu'il fallait aller au-devant et qui allait dans les foyers, puis qui allait causer football ou le dernier disque à la mode dans leur chambre avec les jeunes plutôt que les attendre dans un bureau. Et dans le fond, on a pu ainsi développer une réponse que je pense un peu plus adéquate face disons, aux difficultés de ces jeunes. Et ça a été un moment assez enthousiasmant parce qu'on devait se battre. Ensuite est arrivé naturellement les écoles. Donc on a dû commencer
à tenir compte du fait qu'il fallait les scolariser, puis qu'à l'école ça allait pas si bien, puis il fallait réfléchir comment on pouvait essayer de leur donner des soutiens, puis c'est là qu'on découvre les lacunes du système, que ils sont pas vraiment intégrés et acceptés comme requérants d'asile, tout d'un coup ils n'ont pas droit à certaines aides pour perfectionner leur français. C'est là qu'on découvre que si tout d'un coup on les engage dans des apprentissages, et puis si tout d'un coup ils deviennent des non-entrées en matière, qu'on refuse leur asile, crac, ils doivent quitter leur apprentissage alors qu'ils sont à 3 mois de finir, et que pour les renvoyer dans leur pays, ça serait tellement bien qu'ils aient leur diplôme de mécanicien ou de je sais pas quoi. Enfin, on découvre les aberrations du système, on essaie de faire quelque chose. Donc c'est toutes ces choses-là que j'ai vécues de manière... C'était bien parce qu'on était tous ensemble à essayer de se battre pour essayer de faire bouger un système. C'est assez difficile, mais on a eu des petites victoires. Ça a été mes grands plaisirs. Je sais que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, à mettre de l'énergie dans cette réponse qu'on construisait tous ensemble face à une problématique et des constats impressionnants. Enfin, j'entends... À l'époque, j'allais dans les foyers, j'allais voir. Je me souviens que une fois, mais c'est un petit peu un peu autre, mais on l'a construit aussi avec Lou Smith. Je me suis retrouvée face à un truc que je trouvais totalement aberrant. C'est dans les foyers EVAM, c'était des éducateurs qui ont été engagés, souvent jeunes, parce il a fallu engager à toute vitesse. Et puis certains de ces jeunes avaient besoin d'un traitement, notamment pour des tuberculoses ou autres. Ils venaient d'Afghanistan. Et puis tout d'un coup, je me renseignais, puis je réalisais que certains de ces jeunes manquaient l'école parce qu'ils devaient aller chercher leur traitement à la pharmacie, et que la pharmacie proche du foyer n'ouvrait qu'à 9 heures. Donc là, puis ça durait, et puis on s'interroge un peu en disant mais c'est quand même un peu paradoxal du système de celui-là. Puis après, j'ai réussi, à cause de tous ces clivages qui sont faits, j'ai réalisé que les éducateurs n'avaient pas le droit, ne se donnaient pas, rien n'avait été organisé pour que les éducateurs du foyer au petit déjeuner, parce que souvent ça devait être pris à jeun, puissent donner le traitement à la personne, ce qui fait que s'ils devaient passer aux pharmacies. Donc une des choses qu'on a montées, c'est tout un système pour que les éducateurs des foyers puissent remettre la médication aux jeunes, mais de façon sécurisée pour les jeunes, pour les éducateurs et pour la hiérarchie. Parce qu'en principe, et c'est là les défauts des fois, il y a des filières, il y a une filière sociale, une filière de soins, puis les ponts entre les deux filières sont parfois difficiles à mettre en place. Ça a été un truc intéressant à mettre en place. Quand on entend leur histoire de vie, les combats qu'ils ont menés, les difficultés qu'ils ont traversées, que ce soit dans le monde à Lausanne ou que ce soit en traversant l'Asie et tout, il y a un vécu, une force et une force de vie tellement impressionnante que moi je me sens parfois tout petit face à ça, et très impressionnée, et avec beaucoup d'envie de donner ce que je peux et beaucoup d'affection. Ceux que j'ai connus, c'est des gens que j'ai beaucoup aimés, j'entends. Ça se dit peut-être pas trop en médecine qu'on aime ses patients, mais moi j'ai beaucoup aimé les patients avec lesquels j'ai travaillé, et je suis sûre que dans l'équipe de Lou Smith, c'est les mêmes sentiments. C'est d'être tellement impressionné par la force de vie de ces gens qu'on a juste envie de continuer à les aider. Ça m'évoque quand même une période où j'étais professionnellement très active, où j'aimais ça, où j'avais des contacts avec les gens, où je me sentais utile, où je me bagarrais pour une cause. Enfin, j'avais un tempérament bagarreur, donc ça me fait revivre cette période de ma vie. J'ai une existence beaucoup plus calme maintenant. Alors je vois qu'il y a une relève, j'en suis convaincue, et je suis même très impressionnée par ce que fait la relève, donc ça c'est bien. Non, c'est